Alors bonjour à tous, je pense qu'on va commencer, puisque c'est un long sujet à aborder. Je vous remercie pour votre présence. Alors je me présente, je suis Marie Poirier, je suis chargée d'affaires chez BPI France Assurance Export Grand Compte au sein du service transport aérien. Et je suis ravie aujourd'hui d'ouvrir cet atelier sur un sujet qui s'inscrit pleinement dans le thème du BIC de cette année, la décarbonation du secteur aéronautique. C'est un sujet d'actualité avec de véritables enjeux pour les exportateurs que nous accompagnons au quotidien, ainsi que pour l'ensemble de la filière, allant du constructeur d'aéronefs aux motoristes, en passant par les producteurs de carburant et bien d'autres acteurs. Pour en discuter, je vais laisser la parole à Maxime Meyers, CEO et cofondateur de la société Estuaire. Il sera le modérateur de ces échanges et vous présentera nos différents intervenants, tous experts sur le sujet. Merci à tous et bon atelier. Merci beaucoup Marie. Bonjour à tous, bienvenue à cette table ronde. Et en effet, un sujet d'ampleur. Parce que l'aviation pèse tout d'abord pour 2/3 des exportations de notre pays en valeur, 29 milliards d'euros en 2023 et 263 000 salariés directs. Et c'est un de ces secteurs dit comme hard to abate, difficile à décarboner. Et à une époque où finalement la souveraineté est une considération également très importante, ce que nous exportons et les décisions que nous avons sur notre futur sont extrêmement très importantes à considérer. Alors pourquoi est-ce que c'est un secteur difficile à décarboner? Parce que le kérosène est extrêmement efficient pour finalement alimenter les avions d'aujourd'hui et énergétiquement parlant. Les avions aujourd'hui portent l'énergie qu'ils utilisent. Le secteur, au travers de l'OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale et IATA, le regroupement des compagnies aériennes, s'est donné un objectif de net zéro en 2050. À atteindre au travers de différents leviers. Et le panel aujourd'hui, finalement, répond et reprend différents de ces leviers. Je vais passer dans l'ordre la parole à mes copanélistes ici, avec tout d'abord Jean-Christophe Lambert, donc, CEO et cofondateur de Ascendance. Est-ce que tu peux nous dire ce que développe Ascendance et présenter rapidement la société? Bien sûr, merci Maxime. Donc, Ascendance, on développe deux choses. On développe une technologie, un moteur hybride qui s'appelle Sterna et un avion hybride qui s'appelle ATA. Donc on est sur le marché de la décarbonation et comme tu l'as dit, on vient pallier en fait l'hyper-efficience de l'essence du fuel par de l'hybridation. Donc ce qui nous permet de gagner entre 20 et 80% déjà d'économie carbone, ce qui est quelque chose. Et ensuite on va essayer de l'associer à du SAF ou à de l'hydrogène parce qu'on voit l'hybridation comme modulaire, c'est-à-dire on associe une batterie et de l'hydrogène ou une batterie et du SAF. Donc Ascendance aujourd'hui, c'est 100 personnes, on a levé 50 à 60 millions, on a signé 600 lettres d'intention d'achat sur notre avion et aussi on a signé un partenariat avec Daher pour les aider à se décarboner. Voilà. Merci Jean-Christophe. Également, Sandra Combet, tu es, je te tutoie, secrétaire générale de l'Observatoire de l'aviation durable. Au sein de la DGAC, de la Direction Générale de l'Aviation Civile. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'OAD et sa mission? Oui, merci Maxime. Alors, en effet, je suis en charge de l'Observatoire de l'aviation durable. L'Observatoire, c'est une initiative dont Jean-Baptiste Djibari, à l'époque ministre, est à l'origine et qui a été portée par la Direction Générale de l'Aviation Civile afin d'essayer d'organiser le débat autour de la décarbonation. On part de deux grands principes. Le premier, c'est qu'il y a une forme de complexité aujourd'hui dans la compréhension des sujets de la décarbonation, de par la multiplicité des acteurs, de par les temporalités, les périmètres différents. Et puis, on voit également la nécessité de mettre en visibilité tout un terreau d'innovation, des PME, des ETI, donc des startups, qui vont porter des briques technologiques, des briques de services, et qui vont accompagner la décarbonation du secteur.
Très bien. Et donc l'OAD porte, bon, Sandra, tu pourras en reparler, mais une liste de rapports de référence qui listent justement ces différents leviers de décarbonation. On a parlé d'aviation hybride, et maintenant on va parler également des molécules, du vecteur énergétique qu'on met à bord des avions avec Benoît Decour. Donc Benoît est associé en charge des produits, durabilité et affaires publiques chez Élise Énergie, un cofondateur d'Élise Énergie également. Est-ce que tu peux nous en dire plus aussi sur la mission d'Élise? Oui, bonjour à tous, merci Maxime. Donc, Élise Énergie, Élise Énergie, on est une start-up industrielle indépendante et on se focalise sur le développement de projets et demain la vente des molécules associées de carburants durables pour les secteurs difficiles à décarboner que tu évoquais. Donc, le transport maritime avec le e-méthanol et le transport aérien avec le kérosène de synthèse, donc pour lequel on va recycler du carbone dans la biomasse ou dans des procédés industriels. On va produire de l'hydrogène par électrolyse de l'eau et après on assemble ces deux molécules pour produire ces carburants d'aviation durable en français ou SAF d'après l'acronyme anglais. Et on a notamment un projet soutenu par France 2030 avec l'IFPEN, Avril et Axens sur le bassin de Lac qu'on a démarré il y a un peu plus de 2 ans et qui vise à produire un peu plus de 1% de la consommation nationale avant la fin de la décennie. Merci beaucoup Benoît. Je me tourne directement vers Jean-Christophe. Bon, on parle exportation, on parle aérien et on parle décarbonation. Alors aujourd'hui sur l'avion que vous développez chez Ascendance, ou le VTOL et le système de propulsion, ma première pensée ce serait, il faut investir, développer des nouvelles technologies sur des bancs d'essai, les mettre sur des avions, prouver leur viabilité opérationnelle. Cette décarbonation, elle vient forcément à un coût. Donc en quoi est-ce que tu arrives à montrer ou à peut-être profiter d'incentives et donc de politiques de soutien pour montrer que l'avion que tu développes est non seulement décarboné ou présente des gains sur son impact climatique, mais également a une proposition de valeur économique, ce qui intéresse les opérateurs. Oui, tout à fait. Quand on amène un avantage, et s'il y a un avantage de sustainability environnemental, il est nécessaire, il n'est pas suffisant pour développer le marché. Donc, et quand on développe une nouvelle technologie sur des programmes d'aviation qui font 5, 7, 8, 9, 10 ans, il faut amortir un coût à la fin quand même pour avoir une certaine rentabilité si on veut attirer des fonds. Donc on va jouer sur différents leviers. Typiquement sur l'électrique, on va jouer sur la maintenance, les coûts de maintenance et par exemple à réduire la criticité de certains systèmes qui va nous permettre en fait de baisser les coûts de maintenance. On va aussi demander des incentives sur les taxes ou pour l'achat de nouveaux avions moins polluants ou de remotorisation de moteurs moins polluants. Et là, c'est important parce que c'est une aide financière publique, mais qui va amorcer ce changement parce qu'on voit des opérateurs qui ont envie d'aller vers cette aviation plus durable, qui sont prêts à prendre un risque technologique, d'opération, d'aller vers ces nouveaux avions, mais qui doivent le soutenir financièrement. Et donc, à l'image de l'automobile, la voiture électrique ou hybride, on aura besoin aussi de ces aides-là pour apporter ce nouveau type d'aviation. Et ça, aujourd'hui, par exemple, sur d'avion en avion, quand on a des gains tout simplement sur la consommation, est-ce qu'on peut déjà aujourd'hui bénéficier, je veux dire, je parle vraiment même sur les avions existants, par exemple d'incentives, des remises, de crédits de taxes, où ces politiques se mettent en place, ou on parle de 5, 10 ans et il y a un effort à faire pour bâtir cette politique de soutien? Il y a un gros effort à faire. Aujourd'hui, il y a une politique de soutien du développement, donc c'est-à-dire en R&D pour favoriser l'émergence de ces nouvelles technologies. Par contre, en termes de déploiement de l'aviation, il y a la taxonomie qui est au niveau européen, qui est en train de se mettre en place, mais qui n'est pas encore totalement figée. Il y a d'autres incentives aux États-Unis, mais il va falloir aller beaucoup plus loin pour permettre la viabilisation. Après, voilà, il y a ce côté économie par la taxation, ou plutôt l'incentive, mais il est vrai que quand on consomme moins, typiquement avec l'hybridation, on permet aussi d'avoir un facteur économique qui est très important. Donc il faut que ce soit un cercle vertueux, mais il ne peut pas être seulement dans le développement de l'avion, il faudra qu'il y ait un mouvement aussi public. Et un soutien à l'export notamment. Je me tourne vers toi, Benoît, sur de ce que tu présentais sur les carburants d'aviation durable, et donc des molécules qui, sur leur cycle de vie, ont un impact CO2 moindre. Quel est aujourd'hui, de ce que j'entends parler par des compagnies aériennes, du jet fuel, un ordre de grandeur du prix, c'est 1 000-1 500 $ la tonne de jet fuel, donc chargé à bord d'un avion.
Sur les carburants d'aviation durable dits biofuel, dérivés de biomasse, on est plutôt sur 4000, donc un prix 3 fois plus fort. Sur votre type de technologie, comment est-ce qu'on arrive à convaincre une compagnie aérienne, en France et ailleurs, à l'exporter, d'acheter à terme vos molécules? Il y a des mandats européens, c'est ça? Oui, exactement. Le cœur du sujet, ce sont les mandats européens. Donc un règlement qui s'appelle RefuelEU Aviation, qui a été promulgué en 2023 par l'Europe, qui impose mandat d'incorporation pour les carburants d'aviation durable à partir de 2025, 2%, le 1er janvier. Et ces mandats d'incorporation augmentent par palier de 5 ans. Donc on va être à 6% en 2030 et puis ça augmente jusqu'à 70% en 2050. Ce cadre-là, il implique aussi un sous-mandat pour les e-carburants, donc pour les carburants dont l'énergie vient de l'électricité nucléaire ou renouvelable à partir de 2030. Associé à ce mandat, et on attend encore les transpositions exactes, mais il y a un mécanisme de pénalité non libératoire qui calcule ce que devront payer les compagnies qui ne s'y conforment pas sur la base de 2 fois le différentiel entre le coût du SAF et le coût du jet conventionnel, permettre de favoriser le développement. Donc le point de base, en tout cas en Europe, parce que c'est évidemment différent dans d'autres géographies, notamment aux États-Unis, qui est plus incitatif sur les coûts de production que sur les exigences de demande, mais en Europe, c'est vraiment le point de base. Et derrière, il y a ce qu'on appelle un merit order des différents types de fuel. Donc aujourd'hui, les productions à partir d'huile, ce qu'on appelle les EFA, sont aujourd'hui les plus compétitives, les seules qui sont commerciales et disponibles et aujourd'hui soutées par les avions. Et on a une contrainte, ou en tout cas une disponibilité d'intrants qui est forte. Donc à partir de 2030, sans doute, à peu près, on va avoir la voie d'après, etc. etc. C'est la même chose dans le pétrole. On commence par extraire le pétrole qui est le moins cher, et puis ensuite on va à des pétroles plus chers à extraire, ou dans l'énergie, dans l'électricité. Donc nous, on se situe dans ce merit order, et on est convaincu que la technologie dans laquelle on a décidé d'investir avec nos partenaires, donc les e-biocarburants, c'est celle qui arrive juste après, parce qu'elle est notamment en capacité de répondre au sous-mandat de ISAF à un prix relativement compétitif par rapport aux alternatives. Donc, d'ores et déjà, l'année prochaine, 2% d'incorporation sur tous les aéroports européens. Alors, les mandats sont un peu complexes parce qu'ils portent à la fois sur le fournisseur de carburant, sur les aéroports et sur les compagnies. Mais effectivement, si on simplifie un peu le propos, c'est 2%, sachant que la France avait eu une politique volontariste et qu'on a déjà des incorporations à travers ce qu'on appelle la taxe incitative sur l'usage des renouvelables dans les transports. Donc on a été en avance de phase en France. Tu peux nous en dire un peu plus sur l'orchestration entre acteurs? C'est la compagnie aérienne doit acheter directement à une société comme la vôtre, ou est-ce que c'est le pétrolier originel, je veux dire un Total, BP, Shell, qui lui-même doit incorporer cette fraction du mandat? C'est une grande question parce que les mandats et le développement des SAF est en train de faire un peu bouger les lignes, le rôle des différents acteurs, que ce soit les aéroports, les compagnies aériennes, les fournisseurs. Mais globalement, on peut imaginer plusieurs options, sachant que on ne peut qu'incorporer 50% en mélange de nos produits aujourd'hui. Soit la compagnie va être metteuse à la consommation et donc va directement contracter un mandat auprès de nous, directement de notre produit ou du produit mélangé jusqu'à 50%, ou alors elle va passer effectivement par l'un des fournisseurs, qui sont typiquement les grands acteurs pétroliers, qui eux produisent d'abord. Total Energy notamment est un grand producteur et un gros trader de SAF dès aujourd'hui, et qui pourront demain venir acheter aussi les productions d'acteurs indépendants comme nous. Merci pour les éclairages. Je me tourne vers Sandra. Donc, les carburants d'aviation durable, des nouvelles chaînes de propulsion et nouveaux concepts d'avions. J'imagine que ce sont 2 sujets que l'OAD a particulièrement dans son radar. Est-ce qu'il y en a d'autres que je mets peut-être et que tu voudrais peut-être sûrement compléter? Oui, en effet, il y a un point qui est très important, c'est qu'on a des feuilles de route technologiques qui sont assez abouties. Et la France est quand même un des grands pays d'histoire de l'aviation. J'aime bien toujours le rappeler. Il y a 2 pays au monde qui savent faire des avions de bout en bout, presque 3 avec la Chine. Mais aujourd'hui, il y a la France et les États-Unis avec des grands acteurs, des constructeurs, des motoristes, des opérateurs et tout un tissu très innovant de start-up qui justement s'engage pour accélérer cette transition.
Alors, cette transition technologique, elle est en marche, mais il faut bien sûr qu'il y ait une viabilité économique pour l'ensemble de ces acteurs, qui reste complexe aujourd'hui. Donc Benoît l'a mentionné, hein, pour les SAF, on est sur des surcoûts déjà sur les technologies actuelles. On le sera encore plus demain. Et en effet, il faut trouver des modèles, il faut réinventer ces modèles pour que la France puisse être leader sur ces sujets. Alors, sur le site de l'Observatoire, vous allez pouvoir trouver un certain nombre de publications, notamment sur la thématique financière. IATA a publié en septembre 2024, donc très récemment, une feuille de route très intéressante qui s'appelle Finance Net Zero CO2 Roadmap, dans lequel on va retrouver les chiffres clés. Et IATA rappelle qu'entre 2024 et 2050, l'investissement pour porter cette décarbonation, on est sur 4 700 milliards de dollars. Hein, donc c'est des sommes considérables. Évidemment, il faut mobiliser l'ensemble des acteurs de l'écosystème avec une réflexion vraiment internationale, puisque les solutions doivent être au minimum européennes, voire mondiales. 4 700 milliards de dollars, c'est le coût pour financer cet objectif 2050 sur les 25 ans qui nous restent. Alors c'est la vision portée par IATA, mais il y a également d'autres acteurs avec des focus financiers un peu différents. On peut retrouver notamment sur le site de l'Observatoire, sur les SAF notamment, une étude très intéressante faite par l'Académie des technologies, sur lequel il y a tout un pan économique sur la nécessité, des questions d'usage qui vont être faites autour de l'électricité, notamment l'électricité bas carbone, l'électricité durable. Vers qui va aller cette électricité demain? Est-ce qu'elle ira vers le secteur aéronautique ou est-ce qu'elle ira vers d'autres secteurs? Donc là, on peut avoir des zooms sur cette viabilité économique. Et puis, le secteur a publié une feuille de route extrêmement construite et fort intéressante il y a maintenant 1 an et demi, dans lequel il a précisé les conditions pour atteindre pour mettre en place ces leviers et pour atteindre évidemment le net zéro à l'horizon de 2050. Et mon point suivant, on a du coup, tu viens de mentionner un avantage compétitif qu'a la France par son mix électrique fortement décarboné. Donc est-ce que, si on revient à la question de notre table ronde qui est principalement celle de l'exportation, ouais, est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu un avantage, un first mover advantage un petit peu, en produisant chez nous des molécules, ces nouveaux avions, ces nouveaux concepts, pour pouvoir les exporter avant tout le monde et définir un petit peu les standards? Enfin, j'ai toujours l'exemple du drone, enfin, qui est anecdotique certes, mais on a quelque part un peu manqué le tournant. Et en 2022, DJI, si je me souviens bien, c'est 70% des drones de commerce. Donc est-ce qu'il y a un intérêt à être les premiers? On a des avantages sur notre territoire. Alors on a des atouts, hein, on a beaucoup d'atouts. Et sur la filière SAF notamment, l'officialisation de la prise en compte de l'énergie nucléaire bas carbone pour la France et ses filières de SAF et de e-fuel, quelque chose d'extrêmement important et qui va structurer probablement fortement la filière. Donc c'est extrêmement en effet important de pouvoir bénéficier de cette énergie-là. D'autres enjeux également peuvent porter sur la dynamique d'innovation, c'est-à-dire qu'on a la chance en France d'avoir justement toutes ces startups, ces PME très innovantes qui déposent beaucoup de brevets. Et une des fonctions de l'Observatoire, c'est d'aller à leur rencontre. Et c'est pour ça que nous avons initié un cycle des rencontres territoriales de la décarbonation. Et nous nous rendons dans les différentes régions auprès justement de ces acteurs très innovants. On a été reçus récemment chez Sendance pour justement à la fois identifier toutes ces énergies, je dirais très puissantes, parce qu'on a en fait beaucoup de jeunes générations qui s'engagent. C'est extrêmement intéressant de voir d'où viennent les gens qui s'engagent et qui portent ces projets. Ceux qui vont inventer les solutions de demain, en fait. Et donc, on se déplace. Le directeur général de l'aviation civile, Damien Cazé, va à leur rencontre. Il y a des débats, il y a des échanges. Et puis, on essaye justement de les mettre en visibilité pour que, justement, au niveau de leur place dans le monde, ils puissent aussi, en fait, se connecter à tout un réseau d'écosystèmes.
J'ai l'impression que c'est un de nos avantages compétitifs, en effet, et également, enfin, nous de notre côté, SUR, on regarde le nombre de certificats environnementaux et de formation côté, sur nos grandes écoles d'ingénieurs, par exemple, pour les mentionner en aéronautique, l'ENAC, Supaéro, le nombre d'étudiants qui choisissent aujourd'hui ces filières va grandissant. Et quelque part, ouais. Tout à fait. Et c'est pour eux aussi qu'on se doit d'être très engagé pour la décarbonation du secteur, parce que c'est pas une option, hein. C'est pas une option, la décarbonation, c'est un impératif dans lequel on doit tous être extrêmement engagés. Et la solution, elle viendra justement voilà, des jeunes générations, ceux qui vont inventer demain les solutions. Et donc, on se doit de mettre en place les conditions pour eux, pour trouver justement, pour développer ces nouvelles technologies. Et on pourrait avoir une vision de se dire, certifier un nouveau concept d'avion, je me tourne vers toi Jean-Christophe, ou une nouvelle plateforme. Quelque part, il y a des barrières à l'entrée qui sont énormes. Les délais de certification, c'est plusieurs années, c'est des plateaux d'ingénieurs qui bossent sur des concepts pour montrer pour atteindre finalement le niveau de sécurité de l'aviation commerciale aujourd'hui. Et on peut le voir de ce côté-là, mais on peut aussi se dire, si aujourd'hui on a l'architecture classique, avion, tube, aile, etc., mais que l'électrification réinvente ces architectures, tout est quelque part remis à plat. Donc pourquoi est-ce que si je suis un opérateur à l'étranger, j'irai faire confiance à une société française qui veut reconstruire ce type d'avion versus croire un des acteurs locaux ou créer finalement avec une politique de soutien local, parce que les cartes sont rebattues. Un avion de demain ne va plus ressembler peut-être sur certains concepts à un avion d'hier. Est-ce que vous, c'est des discussions que vous avez avec des opérateurs à l'étranger? Vous avez beaucoup de lettres d'intention à l'étranger. Tu peux peut-être nous en dire plus sur ce type de discussion? Je ne sais pas si... Oui, tout à fait. Donc déjà, tu as raison. J'ai usage de dire que pour décarboner un avion, il faut déjà baisser sa demande énergétique, donc améliorer son aérodynamique, son architecture, et ensuite décarboner sa source d'énergie, donc avec le SAF, la batterie ou d'autres carburants. Et donc ça met quand même sur la table un certain nombre de technologies de rupture qui amènent une compétition à venir en force, notamment la Chine, on l'a mentionné, qui arrive par le drone, qui veut exporter un peu les technologies du drone sur ses nouveaux avions et qui vient créer de la compétition. Donc on a tout intérêt à être très avancé aussi sur les investissements, parce que par exemple, tout ce qu'on va mettre en place sur la certification au niveau EASA, FAA, c'est des barrières à l'entrée. Donc c'est de la complexité aujourd'hui, mais c'est aussi de l'avantage compétitif demain. Donc ça, c'est très important de le faire. Et ensuite, c'est des puissances quand même, que ce soit les États-Unis ou la Chine. Tu as mentionné, Sandra, plus de 4 000 milliards. Nous, on a des concurrents qui ont déjà levé 2 milliards pour développer ces nouveaux concepts. Donc on voit que l'enjeu, il n'est pas à l'échelle d'une start-up, il n'est pas à l'échelle d'une société. C'est toute une industrie qui tire ça. Et en France, le levier qu'on a, bon, c'est notre histoire. C'est aussi notre tissu industriel, parce qu'on a un tissu de PME, d'ETI, d'écoles, tu as mentionné Supaéro, d'excellence qui est important. Et c'est là où il faut le faire le levier maintenant, parce que sinon, effectivement, dans 5-10 ans, il y aura peut-être des risques d'être dépassés. Mais aujourd'hui, on a encore la main, le leadership, comme le disait Sandra, donc c'est maintenant qu'il faut agir et réagir, clairement. Merci beaucoup. Sur la production de molécules bas carbone et de carburants d'aviation durable, on a les mêmes avantages compétitifs, on a des grands pétroliers, j'imagine qu'il y a le même réseau aussi de fournisseurs, de solutions techniques que vous pouvez leverager de votre côté également? Sur les SAF, il faut quand même imaginer qu'on importe aujourd'hui tout notre kérosène. Donc le point de base, c'est d'abord de se dire, est-ce qu'on va pouvoir en produire une partie chez nous? Parce qu'il est illusoire d'imaginer qu'on va faire 100% de notre demande de kérosène en France. Il faudrait à peu près un tiers des capacités électriques françaises uniquement pour l'aviation, ce qui est impossible aujourd'hui, en tout cas dans l'état actuel des choses. En revanche, d'abord, nous, on est persuadés qu'on a effectivement un avantage compétitif pour produire en France, notamment grâce à l'électricité nucléaire, mais aussi grâce aux plateformes chimiques dans lesquelles on peut s'implanter. Cet élément-là va être crucial, critique, pour arriver demain à exporter ce savoir-faire, et notamment celui de tous les fournisseurs de technologies, des bailleurs de technologies, des ingénieries, etc., vers d'autres géographies dans lesquelles on ira produire, nous et d'autres, parce qu'on a besoin de références domestiques pour pouvoir être concurrentiel vis-à-vis d'autres pays qui sont aussi très présents, je pense notamment à l'Europe du Nord ou aux États-Unis. Et aujourd'hui, quand tu regardes le panorama de projets
de carburant d'aviation durable. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est quand même sur un marché où l'approvisionnement est limité. C'est vraiment un marché finalement de fournisseurs et non pas d'acheteurs. Est-ce que tu vois la tendance s'inverser à un certain horizon alors que ces projets émergent, ou finalement, est-ce que la crédibilité de ces projets, peut-être techniquement ou financièrement, va pas aller au bout pour une majorité d'entre eux? Alors, moi, je suis toujours très prudent dans les projections à trop long terme, mais dans les projections à court terme, effectivement, il y a beaucoup de projets. Et si on regarde tous les projets en Europe, par exemple, on sera en capacité d'être autosuffisant. On estime néanmoins que si déjà 10% de ces projets vont au bout, ce sera déjà bien, parce qu'il y a beaucoup de barrières, notamment de financement. Et donc, l'enjeu, c'est vraiment qu'un certain nombre de projets, en France et ailleurs en Europe, parce qu'on est quand même dans le même bateau, arrive à passer les décisions finales d'investissement d'ici 18 à 24 mois pour qu'on soit en mesure de produire pour le mandat de 2030. Et là, l'enjeu. Est-ce que demain, on sera sur un marché où il y aura beaucoup de production et donc ce sera plutôt les consommateurs en position de force ou pas? C'est aujourd'hui très compliqué de le savoir. À court terme, je pense que c'est plutôt l'inverse. Très bien, moi j'aimerais peut-être laisser quelques minutes pour des questions-réponses, une conclusion rapide. J'espère que vous avoir finalement donné ces quelques idées que cette réduction, enfin l'aviation est mondiale de par nature, et cette réduction de l'impact doit se penser également au travers des exportations et d'une politique exportatrice. On a le tissu industriel, les talents pour finalement construire ces technologies de demain, montrer que sur notre territoire, on arrive à avoir cet avantage. Et les feuilles de route se bâtissent, les niveaux d'investissement sont colossaux. Je remercie pour voilà, peut-être un DJI qui passe au-dessus de nos têtes. Mais du coup, je me tourne vers l'Assemblée. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce sujet. Merci. Une question peut-être un peu naïve. Est-ce que l'avion net zéro en 2050, il existera? Et si oui, à quoi il va ressembler? Je pense pour Jean-Christophe. Le net zéro, c'est toujours une expression un peu ambiguë, parce que tout a un coût. Donc dans l'analyse de cycle de vie, on a mentionné l'électricité. Quand on exporte un avion, si on recharge aux États-Unis ou en France, on n'a pas déjà le même coût carbone. Je pense qu'il faut être assez clair, et nous, quand on fait des projections d'analyse de cycle de vie, on prend dès la source, l'extraction de l'énergie et le coût. Donc un avion beaucoup plus vertueux qui permet d'avoir une trajectoire raisonnable, oui. Quelle forme il a? C'est un peu l'enjeu de l'industrie. L'enjeu de l'industrie, je pense, a réagi un peu tardivement sur ce sujet. La bonne nouvelle maintenant, c'est que le Covid et la pression sociétale a mis toute une machine quand même d'excellence qui se tourne vers cet objectif. Donc il faut lui faire confiance, mais il faut garder l'objectif très ambitieux. Donc pour répondre à votre question, le net zéro, à voir, ce qu'il faut, c'est que ce soit durable et qu'il faut qu'on ait des indicateurs, des métriques très claires là-dessus. Mais ensuite, oui, il y a quand même un certain nombre d'activités qui sont très encourageantes, et l'industrie, maintenant, est totalement tournée vers cet objectif, et ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, je vais rajouter, quand on prend la définition de net zéro, ça signifie en fait qu'on va réduire au maximum, par différents leviers complémentaires, les émissions de CO2 notamment, mais dans l'ensemble des prospectives, des scénarios prospectifs aujourd'hui, il y a toujours un résidu. Ce résidu devrait être absorbé, c'est ce qu'on appelle la compensation. Ce n'est pas considéré comme de la réduction, c'est la compensation. Ça peut être, on peut planter des arbres, on peut capturer du carbone, il y a plusieurs choses qui se développent. Mais à ce stade, aujourd'hui, des analyses prospectives, il reste des choses à compenser pour arriver à ce net zéro. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Alors, peut-être pas sur l'aviation hybride pour le coup. Ok, très bien. On me dit que c'est la fin. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, et les panélistes sont disponibles après si vous voulez échanger avec nous. Merci. Merci.